Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans le carré, bienvenue pour ce spécial industrie. Aujourd'hui j'accueille Tommy Mandel, l'un des couvreurs les plus célèbres et les plus anciens du milieu du poker français, devenu aujourd'hui team manager d'Unibet. Tommy, bonjour. Salut Loïc. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation dans le carré. Alors Tommy, couvreur depuis quelques années maintenant, tu parcours le circuit français depuis longtemps. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment t'en es arrivé là, les années qui viennent de passer? Comment je suis arrivé au poker? Ouais, comment t'es arrivé au poker et puis ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Ah, ça risque d'être long. Ouais. Vas-y, Euh, on est pour ça. En fait, j'ai eu un bac scientifique, j'ai arrêté mes études tout de suite après le bac. J'ai décidé de travailler tout de suite parce que je savais pas quoi faire à l'école, je m'ennuyais. Donc, je suis entré comme j'ai bossé dans un magasin qui développait des photos. Donc, j'ai eu le goût, enfin, j'avais déjà le goût pour la photo, mais là c'était encore mieux. Mais c'était entre guillemets alimentaire. Ensuite, au bout de 2 ans et demi, je suis passé barman dans un pub irlandais, donc rien à voir. Ok. Ça te donne le goût de l'Irlande et de la Ça bière. plutôt le goût de l'alcool et des soirées, de se coucher tard, tout ça. Donc en fait, je chope un rythme un peu décalé que j'ai plus lâché depuis, donc ça correspond bien au rythme du poker. Et au bout de 3 ans et demi, je me cherchais encore et je m'étais toujours pas trouvé, donc je me suis dit tiens, je vais écrire. Et je me suis lancé dans l'écriture, donc chômage, 2 ans de chômage pour me consacrer complètement à ça. C'était encourageant, ça n'a pas abouti vraiment, mais ça m'a donné le goût de continuer. J'ai écrit un autre bouquin et j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai vu que ça n'allait pas marcher. Et là, j'ai découvert le poker. Et donc, on est en 2006 là. Et je vais peut-être me reprendre. Oh bah vas-y, vas-y. À partir d'où? On est en 2006, vas-y. Attends, parce que 2006. Ouais. Donc on arrive en 2006, je découvre le poker online. Mais le problème en fait c'est que à l'époque j'ai pas vraiment beaucoup d'argent, donc j'ai même pas d'internet, j'ai pas d'abonnement internet. Donc j'arrive à jouer en allant autre part, mais par contre j'ai pas la culture forum, club poker, tout ça je connaissais pas. Donc je suis passé à côté de pas mal de trucs je pense. Et, euh, et à un moment j'ai réussi à avoir un contact chez Paris Match, ils voulaient des interviews people poker. Donc j'en ai fait une dizaine de mon côté. Et en fait, le temps que je fasse ces interviews, le rédac chef de Paris Match a changé. Donc le nouveau, en fait, en voulait plus. Donc je me suis retrouvé avec ça sur les bras. J'étais pas très très bien à cette époque-là. Et donc j'ai décidé de contacter Bono Fitoussi pour lui proposer. Donc il m'a reçu, on a discuté. Je pense que ma personnalité lui a plu. Enfin, il a vu que j'étais motivé et tout. Mais il m'a dit, mais pour l'instant, j'ai rien à te proposer, mais je te garde sous le coude. Et en fait, dans les interviews People que j'avais fait, il y avait dedans Estelle Denis et Justine Fraioli, et qui m'ont par la suite aidé à refaire la jonction de Bono Fitoussi. Du coup, en 2010, il m'a rappelé, il m'a engagé pour bosser pour lui à Poker 52 pour faire les news. Et j'ai commencé les coverages à la même époque. Donc là, on est en 2010. Ouverture du marché. Ouverture du marché du .fr. 2011, j'arrête parce qu'en fait, je me rends compte que c'est un métier de rêve que beaucoup de gens aimeraient bien faire des news poker, bosser pour 52 et tout, c'est vachement bien. Mais en fait, j'habite loin de Paris, donc je fais le déplacement tous les jours pour aller à Paris. Je me retrouve dans une situation de bureau, quoi. C'est-à-dire embouteillage pour y aller, embouteillage pour revenir. Ça coûte une fortune de se garer, de manger à Paris. Donc au bout d'un an, j'en peux plus, j'arrête et je prends le risque de ne faire que couvreur en freelance, donc sans aucune assurance d'avoir du boulot. Et ça marche pas trop mal, parce qu'à cette époque-là, donc on est en 2011, il y a pas mal de couvreurs qui sont demandés. Donc ça va jusqu'en 2013. Et en 2013, je rejoins Unibet exclusivement. Quand tu rejoins Unibet, c'est bon, je suppose que déjà c'est parce que les valeurs te plaisent et la team te plaît. C'est un côté rassurant quand même pour toi d'avoir rejoint. Non, pas forcément. C'était pas le côté rassurant qui m'a fait prendre la décision. C'est vraiment comme tu as dit, c'est vraiment que Unibet m'a plu. En fait, je faisais des coverages pour quelqu'un d'autre et je me suis retrouvé à l'Unibet Open de Prague. C'était le premier que j'ai fait pour eux. Et j'ai tout de suite accroché avec l'équipe, avec le tournoi, avec l'ambiance. Enfin, vraiment avec Unibet, tout était parfait. Et, euh, et donc, j'ai continué à faire d'autres Unibet Open en coverage pour d'autres médias, sans bosser pour eux. Et ils m'ont proposé, en fait, comme ils voulaient renouveler leur team,
ils sont arrivés en retard sur .fr en fait. Et là, ils veulent réactiver la machine, donc ils veulent faire peau neuve. Et moi, ça me correspondait très bien. Mais non, c'est pas une assurance. Parce que quand tu es en freelance, si tu bosses pour Partouche ferme, il t'en reste deux, tu vois. Là, si Unibet ferme demain, ce que je souhaite pas du tout, bah, là, je suis sur le carreau comme tout le monde, quoi. Donc non, il n'y a aucune assurance en fait. Pour tes premiers mois, tu as vécu un bon moment. Il y a quelques semaines, il y a Quentin Lecomte qui gagne l'Unibet Open de Cannes. Ouais. Voilà. Toi, ça te fait quoi dans le sens que ben là, c'est ta team, quoi. Ouais. Qui gagne. Ça fait quoi comme sensation quand on appartient à une famille comme ça? Ah, c'est. En fait, c'est nouveau pour moi parce qu'en fait, je fais un parallèle avec le tennis. J'ai toujours fait du tennis, donc sport individuel, où tu es pour toi en fait. Tu joues pour toi. Et je supporte l'époque Agassi, Sampras depuis toujours, qui a été remplacé par Federer et tout. Maintenant que Federer est plus au top, je prends ma retraite de téléspectateur de tennis et j'ai plus personne à supporter en fait. J'aime bien Nadal et Djokovic, mais je suis pas fan d'eux, tu vois. Donc j'ai vraiment personne à supporter. Donc là, le fait que je rejoigne Quentin, ça me va très bien d'être pour quelqu'un. C'est un plaisir par procuration, certainement. Mais ça me convient très bien, ouais. D'être un peu dans l'ombre de lui, c'est parfait. Et au niveau des émotions, c'est décuplé par rapport à quand tu couvrais, on va dire, de façon lambda? Ouais, parce que quand tu couvres de façon lambda, tu es censé être impartial. Donc tu as des chouchous dans ta tête, que ce soit français ou américain, des Jason Mercier ou des potes que tu as, plein de potes dans le circuit français. Quand ils bustent d'un tournoi X, on s'en fout. Quand ils bustent d'un tournoi important, où le pot est important, qu'ils auraient pu aller loin, tu es forcément déçu pour eux, mais tu ne montres pas quand ils bustent, tu es content pour eux quand ça marche bien, et tu le dis toujours pas, tu leur dis après, mais sur le coup, tu montres aucune émotion. Tandis que là, ouais, tu peux un peu plus te lâcher. Là, c'était vraiment intense. Là, l'Unibet Open de Cannes, il y a eu des moments intenses, et pour l'adrénaline, c'était bon. Ouais. Dans tous les moments que tu as couverts pendant ces 3 ans, hormis ce moment fort d'émotion évidemment avec Quentin, quel souvenir marquant il te reste de tous ces tournois? 2-3 comme ça qui vraiment, bons ou mauvais d'ailleurs. Hein. Je vais te les citer, mais en fait, les bons moments, en fait, c'est un truc général. En fait, c'est qu'au poker, il y a une proximité entre les joueurs, c'est-à-dire les acteurs, et l'encadrement, c'est-à-dire journalistes, croupiers, tout le staff, qui n'existe nulle part ailleurs, quoi. Qu'il n'y a pas au football, qu'il n'y a pas au tennis, qu'il n'y a nulle part ailleurs, même dans des sports. Je veux dire, si tu passes une semaine dans un tournoi, tu vas prendre ton petit déj dans la même salle que tout le monde, le déj, le dîner. Donc c'est un peu les vacances, et au bout de 3 tournois, tout le monde se dit bonjour, il n'y a plus de joueurs, c'est vraiment tout le monde ensemble. Donc c'est vrai que la proximité, c'est quelque chose de précieux et d'appréciable dans ce milieu. Donc par exemple, tu veux faire l'interview de quelqu'un, tu es bien placé pour savoir, tu passes pas par des agents, tu vas voir la personne, est-ce que tu peux faire une interview, oui ou non. Et voilà, si tu veux faire la même chose avec quelqu'un de la télé qui va être 10 fois moins connu, il va falloir passer par 15 agents, t'en sors plus, tu pourras jamais faire ton interview. Donc c'est vraiment un milieu, malgré l'argent qui circule, et il y a beaucoup d'argent, c'est comparable au sport de haut niveau, ça reste quand même accessible, donc c'est vraiment sympa. Donc, pour répondre à ta question, les moments, c'est ce que je réponds un peu à chaque fois, c'est la vidéo que j'ai fait avec Liv Bory où on joue de la guitare Metallica, et la partie de basket avec Jason Mercier, ouais, c'est les 2 moments que j'ai préférés. Ouais. Et alors, Liv Bory, c'est sympa? Très sympa. Et dans ce moment-là aussi, il y a des moments moins agréables. Non, c'est. Tu as souvent des moments en déplacement, en tournoi où tu râles, vraiment tu es en colère sur le coup, mais a posteriori c'est de la connerie, quoi. C'est, je sais pas, des trucs tout con, ta connexion internet marche pas. Mais ça c'est vraiment énervant, tu es quand même payé pour bosser sur internet, tu arrives dans un tournoi, il n'y a pas internet, tu peux rien faire. Donc ouais, il y a des connexions internet, ou je sais pas, l'hôtel qui est trop loin, on a des problèmes de transfert pour aller de l'hôtel au casino, des trucs Tu as comme ça. retrouvé des fois dans une grosse galère comme ça, un truc improbable Ouais, j'arrive à l'EPT de Monte Carlo avec tapis volant, donc un autre couvreur passé réalisateur. On est tous les deux, on arrive à la gare avec 15 kilos de matos, les caméras, tout ça. Et en fait, dans Monaco, on a loupé la sortie principale de la gare, on s'est retrouvé dans les montagnes. En fait, on est sorti de la gare, on s'est retrouvé dans une résidence. Il faut savoir que Monaco, c'est 2 km de long, donc c'est pas très long, mais que de la pente et des routes en lacets. Je sais pas, le temps d'arriver au casino, on a mis 3 heures en sueur.
Mais c'est pas vraiment une galère, tu vois, c'est des anecdotes marrantes sur le coup, mais non, on n'a jamais de galère, jamais. Parfois, j'entends certains couvreurs dire que ça devient de plus en plus compliqué de travailler parce que à cause de certains problèmes, les casinos deviennent de plus en plus sécuritaires, donc c'est de moins en moins facile de pouvoir aller et venir comme tu veux, parce que les joueurs sont de plus en plus méfiants à cause des nombreuses triches qu'il y a eu. Les casinos ne mettent pas forcément toujours tout en place pour vous, quoi, pour pouvoir travailler correctement. Toi, tu le ressens comment, ça? Non, je pense pas que ce soit ça les problèmes. Les problèmes, c'est le pognon en fait. C'est pas la sécurité des casinos. T'avais Partouche avant qui faisait énormément de tournois par an. T'avais le PPT et t'avais tous les SAT qui qualifiaient pour le PPT, donc les Super SAT et les Summer SAT. Et t'avais en plus leur Deep Stack, donc les PPD. Ça faisait X tournois par an. Donc ça faisait bosser tant de croupiers à l'année, tant de couvreurs, tant de floors. Et maintenant qu'il n'y a plus de circuit, ça laisse pas mal de monde sur le carreau. Donc en fait, t'as plein de rooms qui ferment. Et forcément, tu as des couvreurs qui restent sur le carreau en même temps. Mais le problème de sécurité, il a eu lieu à cause de Tekin Tamac au PPT, justement, je sais plus, il y a 2 ou 3 ans. Je pense pas qu'aujourd'hui, tout le monde s'en rappelle, mais je pense pas qu'il y ait de conséquences là-dessus. Tu vois, on est toujours proche des tables près des joueurs. Non, on fait attention, les gens nous font confiance encore, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais oui, c'est de plus en plus dur parce qu'il y a de moins en moins de room et que l'argent va pas dans les coverages en fait, en priorité. Alors justement, tu parles de ça, du fait qu'il y a de moins en moins d'argent pour les coverages. Tu as connu l'entrée sur le marché avec tous les espoirs que ça suscitait et beaucoup de coverage, beaucoup de moyens, etc. On dit aujourd'hui qu'on arrive sur le déclin du poker en France. Comment toi tu vois ça avec ton expérience? Tu as l'impression que c'est la fin? Alors, j'ai justement entendu l'interview de Pedro que tu as fait et où il disait on est en train de toucher le fond, on ne peut pas aller plus bas. Donc j'aimerais bien qu'il ait raison en fait. J'aimerais bien qu'on ne puisse que remonter. T'as des doutes? J'ai des doutes parce qu'on a encore de la marge pour redescendre, quoi. Enfin, regarde, là on est au Dinner World du D1B des World Series Europe, du Main Event. C'est le tournoi le plus important d'Europe. L'année prochaine, il ne sera pas là, quoi. En France, on n'a plus PPT, on n'a plus les World Series. Donc cette année, on avait encore les World Series. L'année prochaine, on ne les a plus. Donc non, l'année prochaine, ça sera encore pire que cette année, quoi. Quand le fisc arrive pour les joueurs, toi, vu de l'extérieur, tu vois ça comment? Tu te dis que ça va, que c'est encore la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, que... Ouais. Tu les sens comment les joueurs à ce moment-là, parce que t'es proche d'eux, quoi, souvent. Ouais, en fait, j'ai vu l'évolution, ça n'a pas été violent d'un coup, ça a été progressif, en fait. On a vu tous les joueurs qui partaient de France, déjà, ouais. Un par un, 2 par 2 même. Et sur les lives, il y a plein de joueurs qu'on ne voit plus. Par exemple, je sais pas, on est à un live de 5 jours. Je ne citerai pas de joueurs, mais il y a des gros joueurs qui viennent, ils ne s'inscrivent pas au tournoi, ils vont jouer en cash pendant les 6 jours. Donc on va les voir aux pauses et tout, mais ils ne se sont jamais assis au tournoi. Donc il y a plein de joueurs qui participent plus à ce tournoi. Enfin, tu peux facilement trouver la liste de joueurs qui ont perfé et qui font plus de live. Donc ouais, c'est inquiétant. Toi, de ton point de vue de couvreur, journaliste, personne qui en plus maintenant est attachée à une team, tu vois quoi comme solution à ça? Tu penses qu'il y a des solutions ou tu penses que c'est inexorable? Pour relancer le pour relancer un peu poker en France, pour redynamiser ce secteur. Ce qui serait bien, c'est d'unir le .fr, le .it, le point espagnol. Faire une grosse communauté, ça serait pas mal. Ouais. Ça ferait beaucoup plus de trafic. Ouais. Et puis ça peut ramener pas mal de monde. Il y en a certains qui disent que c'est juste reculer pour mieux sauter parce que c'est 3, on va mettre 3 ou 4 pays mais qui sont économiquement plutôt dans la merde, quoi. Mais nous aussi. Et ouais, mais qu'en fait ça va relancer un peu le truc, mais c'est pas la solution. La solution c'est que le .com. C'est que de revenir. Ah bah oui, non, ça.
ça tout le monde est d'accord. Ouais. Revenir sur le .com, ça serait le rêve de tout le monde, mais c'est impossible. Mais ça me semble plus plausible d'allier le .fr et l'Italie et l'Espagne que de revenir au .com. Le .com, on n'y reviendra jamais, c'est sûr. Sûr et certain. T'as déjà pensé à aller faire ton métier, mais à l'étranger? Ouais. Alors, j'ai un problème de langue, c'est que je parle moyen bien anglais, on va dire, mais pas assez pour faire des coverages, pour raconter. S'il n'y a pas que raconter des coups, j'aime bien raconter des histoires, des anecdotes et tout en anglais, ça me paraît un peu compliqué. Mais c'est vrai que si j'avais été bilingue, je pense qu'au niveau du boulot, ça serait un peu plus confortable. Ouais. Je pourrais bosser beaucoup plus ailleurs. Il y en a beaucoup, hein. Je sais par exemple Remco qui est suédois, qui bosse pour tout le monde toute l'année, qui est très connu. Donc ouais, j'aimerais bien devenir bilingue pour bosser partout. Ouais. Et alors, quand on est couvreur, journaliste, elle est où la place du joueur dans tout ça? Tu joues un peu, tu joues. Ça donne envie, forcément, quand tu vois. Forcément, tu commences par être joueur. Donc, je découvre le poker en 2006, pas online justement, j'ai découvert par Canal+, Bruel, tout ça. Après la partie du vendredi entre amis, entre les bières et tout ça. Et j'ai tout de suite adoré. Et en fait, j'ai commencé à crush toutes mes parties du vendredi, tous mes potes et tout. Donc j'ai cru que j'allais devenir super bon, parce que je gagnais mes 100 € par vendredi. Et donc je me suis mis sur internet. J'ai eu une petite perf dès la première année. Et en fait, dès la deuxième année, j'ai vu que j'étais bon, mais que ça suffisait pas pour en vivre. Ils étaient tous très bons, quoi. Les jeunes, ils sont, au bout d'un an de poker, ils sont déjà meilleurs que toi et tout. Donc en fait, ça n'a pas été une frustration, c'est juste que je perds pas d'argent si tu veux en ligne, j'en gagne pas, mais donc ça reste un plaisir qui ramène un peu d'argent, ça remplit tes fins de mois, donc ça c'est cool. Ensuite, que ce soit avec Quentin maintenant ou mes 3 ans passés comme couvreur, j'ai jamais eu de jalousie, de frustration d'être derrière un joueur qui gagnait en me disant merde putain je devrais être à sa place et tout. J'ai jamais eu ce sentiment là et je pense que c'est plutôt simple à l'avoir en fait. Parce que comme on sait tous, le poker c'est un jeu de hasard, n'importe qui peut gagner. Et si tu te mets à rager parce qu'un tel a gagné... T'es pas fini. Ouais, t'arrêtes justement. Quelque part le métier que tu fais comme le mien, c'est un peu de la communication autour du poker. Qu'est-ce qui manque pour toi aujourd'hui dans le poker, dans une communication? Est-ce que tu penses qu'il manque des choses? Ou qu'on pourrait aller plus loin? On a la chance dans le poker que ce soit un métier relativement neuf, un milieu neuf, ce qui fait qu'il y a pas mal de métiers qui se créent. Et je trouve qu'on a la chance de pouvoir essayer plein de trucs. On a des moyens, on avait quelques moyens, faire des vidéos. En fait, on a la possibilité de rater des trucs. C'est ça qui est bien dans le poker pour l'instant, c'est que on est sur Internet, donc c'est vu, mais c'est pas mondial. Et donc c'est intéressant dans le poker, c'est qu'il y a plein de métiers qui se créent et on voit un peu tout ce qui se fait et il y a quand même énormément de trucs qui se font. Donc qu'est-ce qui manque? J'ai l'impression que tout a été fait. Ouais. Au niveau des streamings, tu vois, il y a vraiment des gros moyens de partout. Tout le monde a tout essayé partout, tu vois, ne serait-ce que les variantes de poker, on a tout essayé dans les side events et tout. Donc j'ai l'impression qu'on a pris le truc, on l'a tourné dans tous les sens, on a fait tout ce qu'on a pu faire avec. Pour toi, l'avenir du poker, c'est quoi alors au final? Au moins du poker français, tu penses que. Donc tu parlais du fait d'essayer de se rassembler, pour ce qui va être au moins d'Internet, etc. Ouais. Pour les tournois, etc., tu penses qu'il va y avoir une offre différente, des nouvelles personnes qui vont créer des choses? Ouais, je pense que pour les tournois live, on va passer à des buy-in inférieurs. Là, la tendance a été de monter les buy-in le plus possible jusqu'à arriver à 1 million sur One Drop, qui a bien marché. Mais en France, je pense que les 10 000, pour prendre l'exemple du World Poker Tour de Paris, donc le Paris il était à 10 000, il est passé à 7 500. Et je pense qu'on va passer à des buy-in plus vers 500 et 1000 que 5000, 10 000. Quoi. Et ça peut peut-être relancer. On a vu que tous les PPD marchaient bien, les 500, les DSO marchent bien. Barrière a lancé son live stack à 500 à Deauville qui a cartonné. Et ouais, je pense que ça va être ça à venir. FPS c'est 1100, ouais c'est 1100, ça marche très bien aussi. Ouais. Le meilleur tournoi que tu aies couvert?
En fait, mes deux tournois préférés, c'était dans le même mois, c'était le PPT, suivi des World Series à Cannes. C'était vraiment le top. Donc là, tu vas te suicider. Donc là, ton mois de septembre. Non, parce que celui-là est déjà beaucoup moins bien. Ouais. Enfin, je sais pas, il y avait Tom Dwan et tout. Il manque beaucoup de monde, je trouve. Il manque beaucoup de monde, ouais. Puis il y a pas mal de monde qui est venu, qui sont partis aussitôt. Il y en a qui sont arrivés en retard. À Cannes, ça faisait vraiment vacances, les gens venaient pour les 2 semaines. Là, ça fait un peu. En plus, il pleut. Ouais. Tout est fermé le soir, on peut pas aller boire de coups, faut aller à Paris, mais enfin, faut prendre le taxi. Ouais, c'est un peu moins froid. de paillettes. Ouais. Un peu froid. Ouais. Le joueur qui t'a le plus impressionné, Tommy Au niveau de. Tout, peu importe, que ce soit ou moralement, ou mentalement, ou au niveau du jeu, le joueur qui vraiment tu te dis, ouais, là, chapeau. Tu me colles complètement. Ou peut-être plusieurs d'ailleurs, je te dis le joueur, ou peut-être plusieurs joueurs qui t'ont. Non, je vais faire mon fanboy comme dame, mais enfin, j'avais plein de joueurs qui m'ont donné envie de rentrer dans ce métier quand je regardais Canal+, et tout, les premières saisons du World Poker Tour, d'ASTX, tout ça. Et juste le fait de les côtoyer, bah, c'est cool. C'est impressionnant en soi, voilà. C'est ça qui m'impressionne. C'est, comme je te disais tout à l'heure, la proximité avec les joueurs, bah, on la retrouve là. Des gens que c'est l'équivalent de Federer au tennis ou de Jordan au basket. Et là, tu les côtoies et enfin, c'est cool, ouais. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, un joueur qui t'a déçu? Lille, parce qu'on s'est pas marié. Ouais, c'est dommage. Non, j'en ai pas d'autres là. Tu as proposé, tu as dit marie-toi, couvreur, tout ça. Bah, elle m'a dit non ouvert, donc le mariage, non, c'est pas vrai. Avant dernière question, Tommy, est-ce que des fois tu réfléchis à ton avenir? Enfin, est-ce que des fois tu réfléchis et tu dis, ok c'est bien, ok j'aime ça, mais je sais pas, peut-être pas 10 ans. Non, ça c'est mon problème, enfin je sais pas si c'est un problème ou pas, c'est comme a dit Kian de Bref, c'est un jour je suis né, depuis j'improvise. Je sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine, je sais pas. Quand j'ai arrêté 52 pour passer couvreur, en fait, je savais même pas ce que j'allais faire. Je savais pas que j'allais être couvreur au moment où je suis parti de 52. Quand je me suis lancé dans l'écriture en 2005, je savais pas ce que j'allais faire après. Et en fait, c'est ça qui me motive, en fait, c'est pas savoir ce que je vais faire. Donc c'est là où tu te dépatouilles pour y arriver, en fait. C'est ça qui me motive. Dernière question, le jour où tu arrêteras le poker, où tu arrêteras d'être dans le milieu du poker, et que les futurs couvreurs parleront de toi en disant mais souviens-toi de Tommy, etc. T'as envie de laisser quoi t'as envie qu'on dise quoi de toi en tant qu'homme et en tant que un des 5-6 principaux couvreurs qu'il y aura eu de cette génération, quoi. Humainement, qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi je sais pas. Il fallait le connaître, voilà. C'est mal ça. Il aurait fallu le connaître mieux, je sais pas. Et pour les futurs couvreurs, je leur souhaite déjà de bien kiffer, parce que c'est bien kiffant. C'est pénible, c'est dur comme boulot. Il y a des horaires pas faciles, tout ça. Les conditions sont pas faciles, mais c'est quand même bien kiffant. Et j'espère que ça leur plaira autant que ça m'a plu. Et que voilà. Tommy, je te remercie infiniment. C'est moi qui te remercie, Loïc. Pour l'interview. Et puis, comme je dis toujours, le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt.